Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, c'est l'item 89. On sort un peu des items habituels que je fais à chaque fois. Parce que là, on va dans le collège d'ORL. J'ai jamais fait un item de ce collège-là. C'est un collège qui arrive assez tard dans l'externat. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est dans toutes les facs. Bref, je pars dans tous les sens déjà. Ça fait 30 secondes que ça a commencé. Aujourd'hui, on va traiter la surdité de perception. On va reprendre l'histoire. Vous allez voir là aujourd'hui, l'histoire c'est pas tant sur vraiment diagnostic, etc. Là, en fait, l'idée c'est un peu d'essayer de retrouver les différentes étiologies dans l'histoire. En fait, là vraiment le but c'est d'avancer. Mais il y a quelques moments où il y a des exemples d'étiologie et ça va être un peu à vous, essayer de... Voilà, c'est un petit défi, petit challenge pendant l'histoire, essayer de retrouver les différents types de surdité de perception, les différentes étiologies que j'ai glissées dedans. Il y en a trois ou quatre, je sais plus s'il y en a trois ou quatre. En tout cas, essayez de retrouver ça, c'est pas très... L'histoire est pas très longue, donc ça devrait aller. Et je vous laisse écouter ça. Wells et Julie sont face à face, seuls, dans une salle qui n'existait pas auparavant. Elle est complètement sphérique, mis à part le sol qui est bien droit. Tout est bleu et parfaitement lisse. La salle était dans un silence le plus complet. Julie était encore assise par terre. Elle tenta de se relever mais retomba au sol, prise de violents vertiges. Wells commença à parler. Elle pouvait l'entendre. Nous sommes dans une bulle compacte que j'ai créée. Elle coupe tous les sons extérieurs. Tu ne peux pas entendre tes amis de l'autre côté et eux ne peuvent pas t'entendre non plus, sauf si j'en décide autrement. Alors, un son étouffé vint du mur gauche, accompagné de sifflements. Ses amis étaient en train de crier de l'autre côté, de taper contre la paroi. Ce vacarme incompréhensible dura seulement quelques secondes puis disparut à nouveau. Puis un son revint, une voix nette, claire, qu'elle reconnut instantanément. C'était celle de Milo, son père. Il était en train de l'encourager, de lui dire de se battre. Julie avança à genoux, jusqu'à la paroi, et cria pour lui répondre, mais Milo n'entendait pas. Le son de sa voix disparut à nouveau. Wells reprit. Ton père a plus de 65 ans, non? C'est normal qu'il n'entende plus très bien. Il faudrait peut-être investir dans un appareil auditif plutôt que de le laisser complètement sourd. Il se mit à rire, semblant fier de sa réflexion. Il fit couper dans son instant de joie lorsque face à lui, Julie se leva. Elle ne vacilla pas. Il semblait surpris. Elle ferma les yeux. Les gemmes extérieures de son collier se mirent à briller. Wells créa une bulle solide, de la taille de sa main, et la lança de toutes ses forces sur Julie. La bulle rebondit sur le corps. Elle ouvrit les yeux. Elle commença à tourner son bras de manière circulaire face à elle. Un tourbillon semblait se créer dans l'air. Elle tapa ensuite dedans de son autre main, et en une fraction de seconde, le projectile atteint Wells, en plein visage. Il fut propulsé contre le mur derrière lui et tomba assis, tête baissée. Il se reprit en posant la main sur son oreille. Julie d'un ton sec lui dit « Relève-toi ». Il ne réagit pas, ne semblant pas avoir entendu. Il releva les yeux vers Julie et créa une bulle, classique, de la taille d'une balle de tennis et l'envoya vers son adversaire. Ce n'était pas une de ces bulles solides, celle-ci avançait lentement, emportée par l'air. Décidant de l'ignorer, elle commença à tourner son bras une nouvelle fois pour créer de nouveau ce mini tourbillon d'air, mais la bulle arriva au niveau de son ventre et éclata à son contact. Julie tomba à genoux en hurlant de douleur. Au moment même de l'éclatement, chaque particule d'eau était devenue solide, créant des dizaines de minuscules fragments ultra tranchants. Blessée, toujours à genoux, des gouttes de sang tombèrent de son ventre, créant une nuance entre bleu et rouge sur le sol. Par la douleur et la pression, tout semblait s'étouffer autour d'elle. Elle n'avait plus de notion de temps ni d'espace, elle avait sous-estimé son adversaire, ignoré la menace et elle en payait le prix fort. Mais il n'était pas temps d'abandonner. Elle releva la tête vers son adversaire et ses yeux s'écarquillèrent. Des dizaines de bulles, semblables à la précédente, se dirigeaient vers elle. C'est bon, on a fini l'histoire. Là, du coup, vous avez suivi, hein, l'histoire elle est moins importante pour les notions médicales. Mais là, du coup, on a avancé un peu dans le scénario. Et du coup, peut-être que vous avez réussi à retrouver quelques étiologies. On va voir si vous avez réussi à les repérer. Mais avant ça, je vais commencer par faire quelques rappels généraux sur l'audition et la surdité, ça me paraît intéressant.
L'hypoacousie déjà pour vraiment des notions de vocabulaire, l'hypoacousie c'est une perte de l'audition qui est souvent légère alors que la cophose c'est une surdité qui est totale. Et parmi les surdités il y a deux types. La surdité de transmission, c'est lié à un défaut de l'oreille externe ou moyenne. Et la surdité de perception qu'on va traiter aujourd'hui, qui est une atteinte de la cochlée, du nerf auditif ou d'une structure nerveuse qui est liée à l'audition. Ces surdités à son intensité variable, que ce soit de l'hypoacousie, donc à la surdité légère, jusqu'à la cophose. Et étant donné que dans la surdité de perception, l'atteinte est interne, soit de la cochlée, soit d'une région nerveuse liée à l'audition, à la fois la conduction aérienne et la conduction osseuse seront impactées. Quand les atteintes elles vont être bilatérales et sévères, ça va mener le patient à élever la voix. Vu qu'il ne s'entend pas parler, il va parler plus fort. Si on est sur une surdité légère, la surdité va être aggravée par les milieux bruyants ou les conversations qui incluent plusieurs personnes. Et ces atteintes de surdité peuvent s'accompagner de vertiges et de troubles de l'équilibre. C'est pour ça que Julie tombe au début de l'histoire. Je vais aussi vous parler de deux tests auditifs. Je ne les ai pas du tout évoqués dans l'histoire, mais c'est important de les connaître. L'épreuve de Weber, on pose un diapason sur le front d'un patient qui nous dit de quel côté il entend le mieux, et la réponse elle va être latéralisée du côté le moins sourd. L'épreuve de Rhine, là c'est un diapason qu'on pose sur la tempe d'un des deux côtés, et le patient nous dit quand il n'entend plus. À ce moment-là, on passe le diapason devant le pavillon de l'oreille, et on mesure le temps s'il entend toujours, si quand il n'entend plus sur la tempe, s'il entend toujours au niveau du pavillon. Si la conduction aérienne est plus longue que la conduction osseuse, alors le test est positif. Donc si je dis les choses autrement, si le patient entend devant le pavillon alors qu'il n'entendait plus quand c'était sur la tempe, alors le test est positif. La perte auditive, elle est prédominante sur les fréquences aiguës, sauf pour la maladie de Ménière qu'on va évoquer tout à l'heure. Et pour les atteintes de l'oreille interne, il va y avoir une altération qualitative de l'audition au niveau de la hauteur du son, de l'intensité du son et du timbre de la voix. Et ça, on pourra le découvrir par une autre méthode qui est l'audiométrie vocale, qui consiste en la reconnaissance des mots en fonction de l'intensité du signal. Donc avec tout ça, j'ai posé quelques bases à connaître. Maintenant, on passe aux différentes étiologies de surdité, en commençant par les étiologies unilatérales. Et là, on en revient à l'histoire. Et là, on commence par Wells, qui permet à Julie d'entendre ses amis crier dans un vacarme incompréhensible sur le côté avec des sifflements. Et ça, c'est pour représenter la surdité unilatérale brusque. C'est une surdité qui est brutale en quelques secondes avec des sifflements unilatéraux et il y aura un examen clinique ORL qui est normal. La cause, elle est incertaine et c'est une urgence médicale. Il va falloir orienter vers une prise en charge spécialisée. Et la surdité brusque, elle doit faire rechercher un schwannome vestibulaire. Ensuite, plus loin dans l'histoire, deuxième étiologie, Julie elle provoque un mini tourbillon qui va projeter Wells, puis il se tiendra à l'oreille. Et ça, c'est pour la surdité traumatique. C'est lié soit à la fracture du rocher qui lèse l'oreille interne, soit c'est un trauma sans fracture du rocher mais qui va entraîner une commotion labyrinthique par l'onde de choc. Ensuite, dans les autres atteintes unilatérales, il y a la surdité infectieuse. Donc si l'oreille interne est infectée, on va parler soit de labyrinthite, soit de neurolabyrinthite si le nerf cochléaire est touché aussi. Et il y a aussi la surdité par trouble pressionnel, qu'on appelle la maladie de Ménière, la fameuse. C'est une pression de l'oreille interne qui provoque une triade qui va associer vertige, acouphène, surdité. Et ça évolue par crise. Maladie de Ménière, c'est la triade vertige, acouphène, surdité. Et dans cette maladie, spécialement, la surdité elle va prédominer sur les fréquences graves, contrairement à toutes les autres surdités qui prédominent sur les fréquences aiguës. Dans la maladie de Ménière, c'est les fréquences graves. Et enfin, pour en finir avec le côté unilatéral, je vais parler du schwannome vestibulaire, qui lui va se développer autour de la 8e paire crânienne, et ça va provoquer souvent une surdité de perception unilatérale qui va évoluer progressivement avec des acouphènes. Parfois, elle va se révéler par une surdité de perception unilatérale brusque, comme je l'ai dit plus tôt. Et si jamais il y a une surdité unilatérale progressive chez l'adulte, il faut évoquer un schwannome vestibulaire, parce que le diagnostic il doit être fait au stade précoce, et on va notamment les voir en IRM, en T2.
Maintenant, les surdités bilatérales. On commence par la presbyacousie. Ça, c'est le vieillissement physiologique. Naturellement, on va entendre de moins en moins bien, surtout les fréquences aiguës. C'est d'installation lente et progressive. Et souvent, les premiers trous vont arriver entre 60 et 65 ans. C'est l'examen, et il y aura un examen ORL des tympans qui est normal. Il faut faire attention quand même aux pathologies surajoutées. Donc, si jamais il y a une anomalie de l'autoscopie et si jamais il y a une part de surdité transmissionnelle, ou si il y a une surdité asymétrique, rapidement évolutive, ou avec une discordance entre l'audiométrie tonale et vocale, il faut faire attention aux pathologies en plus de la presbyacousie, sachant qu'il n'y a pas de prise en charge médicamenteuse, même s'il y a quand même les prothèses auditives qui peuvent être intéressantes. Et dans l'histoire, cette presbyacousie, elle est reflétée par Julie qui entend son père, mais lui ne l'entend pas, comme le précise Wells, il a plus de 60 ans. La surdité génétique, ensuite, elle est d'installation progressive chez le jeune et peut s'aggraver rapidement, possiblement avec des acouphènes bilatéraux. Il y a aussi les traumas sonores chroniques qui sont liés à la musique ou à un milieu sonore trop bruyant de manière fréquente, donc comme dans le milieu professionnel, à l'usine, etc. Et donc ça, les sons impulsifs et aigus, c'est les pires pour les traumas sonores. Et on aura d'abord une fatigue auditive, des acouphènes à type de sifflement, qui sont réversibles à l'éviction du bruit. Et pour ça, il n'y a pas de traitement. Et ça peut être considéré comme une maladie professionnelle, comme je disais, dans le cas d'une usine trop bruyante. Et il y a aussi le trauma sonore aigu, qui peut être réversible. Mais si jamais il y a un trauma sonore aigu, il faut un avis ORL et un traitement médical en urgence. Enfin, il y a aussi les surdités ototoxiques qui sont liées à des médicaments par surdosage et répétition des traitements, chez les insuffisants rénaux notamment, et ça c'est irréversible et incurable. Les médicaments qui peuvent donner des surdités ototoxiques, on retrouve les aminosides, les diurétiques, les antimitotiques, les quinines et les rétinoïdes par exemple. Et tous les traitements vont être faits au cas par cas selon les étiologies. Souvent, on pourra parler quand même de prothèses auditives et de rééducation orthophonique. Je traite pas les surdités de l'enfant, je précise aussi. Là, c'est vraiment les surdités de l'adulte de manière générale, dans la surdité de perception. Et donc là, j'ai fait la liste. Bon, vous avez vu en termes d'étiologie, surtout les surdités bilatérales, ça a fait un peu liste de course, mais c'est les différentes étiologies à connaître. En soi, les spécificités extrêmement précises de chaque étiologie, il n'y a pas besoin non plus de connaître ça, mais il faut savoir évoquer les différents mécanismes, les différentes causes de surdité de perception. Et là, c'est ce que je vous ai listé tout simplement. Donc merci à tous d'avoir écouté et je vous souhaite de bonnes révisions.